L'histoire d'aujourd'hui commence comme très peu d'histoires de la sorte ont commencé, c'est-à-dire avec un reportage sur M6. Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ces deux clients restent évasifs quand on leur demande notre chemin. C'est ici le Il semblerait, car déjeuner ici est illégal. Nous décidons de réserver une table pour ce soir, mais avant il faut montrer patte blanche. Vous venez de la part de? Nous devons également choisir notre menu. Le soir, c'est les menus à partir de 160 €. Et qui vont jusqu'à 490 €. Une clientèle fortunée, car le chef est peu connu du grand public, mais proche des stars. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme, pourtant le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Les clients non plus d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, en fait, retirent le masque. Il n'y a pas de... Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Donc les gens se sentent à l'aise et ça, c'est un club privé. Les gens se sentent comme chez eux. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir, comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. Alors évidemment, M6, ils n'ont pas donné de nom, et ils n'ont même pas donné le nom du propriétaire, du collectionneur, du mystérieux collectionneur, ou encore du chef restaurateur. Mais il y avait suffisamment d'indices évidemment dans ce reportage pour que Twitter se charge de tout ça. On va commencer déjà par le plus facile. Le collectionneur réputé, c'est Jean-Pierre Chalençon, propriétaire du Palais Vivienne, où a eu lieu ces petites coquetteries parisiennes. Un collectionneur d'objets de Napoléon Ier, qu'on peut voir exhibés un peu partout, et qui a en sa possession les fameux bustes de la bande Amisor, comme quoi ils sont partout. C'est lui aussi qu'on peut voir sur des publications Instagram de Christophe Leroy, le restaurateur star comme l'appellent tous les médias, et qui s'occupe d'alimenter tous ces petits bourgeois. Mais évidemment, Darmanin a pris les choses en main et il a demandé à la police judiciaire d'ouvrir une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et pour travail dissimulé. Et du coup, nous vous la rassurez, parce que ça veut dire que justice sera faite sur cette affaire. Puisque évidemment, la justice en France, elle est parfaitement égalitaire et même envers les plus riches, elle peut sanctionner quand c'est nécessaire. Et du coup, pas besoin de polémiquer, il suffit d'attendre. Ce serait bien. Ce serait bien si ces phrases-là avaient du sens réellement et qu'il suffisait de faire confiance. Mais non. Bien sûr, après la polémique, le restaurant a fait profil bas et a rendu son site inaccessible. Sauf qu'un petit tour sur Web Archive a permis à Vector.h, un profil sur Twitter, de vérifier que le mois d'avril était bien rempli, et ça malgré les annonces du monarque. Et pour des dîners en amoureux à 1480 € l'assiette. 1480 € l'assiette, donc soit quasiment 3000 € la soirée à deux. Voilà, c'est à peu près ce que je gagne pour 6 mois. Mais ce qui a provoqué beaucoup de bruit, c'est cette petite phrase de notre collectionneur excentrique. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Son avocat avait alors pris la parole pour dire que c'était un trait d'humour, et BFM l'a partagé en disant ceci. Mais c'était donc de l'humour, selon l'avocat de Pierre-Jean Chalençon, dont je vous ai raconté tout à l'heure la première réaction à cette affaire qui est désormais close. On en vient donc à ce qui s'expliquera quelques temps plus tard, parce qu'on apprendra que des stars de BFM TV, des présentateurs stars, étaient en fait présents lors de ces dîners. Voilà. Du coup, BFM a essayé de profiter de son audience pour enterrer l'affaire qui les concernait. Voilà. Jamais BFM nous déçoit. C'est ça qui est incroyable avec eux. Sauf que M6 a ensuite publié un plus long passage de cette interview où on voit bien que non, c'était sérieux ce qu'il dit. D'ailleurs, ce type ne vient pas de nulle part. Il connaît du monde et il a même été invité à l'Élysée par la Brigitte, ce qui fait parler aujourd'hui vu qu'il s'affiche publiquement avec Dieudonné et Philippot, ce qui a dû retourner le cerveau de quelques personnes. Mais il n'en fallait pas plus pour provoquer un beau bordel sur Twitter avec le hashtag On veut des noms, et c'est le début d'une enquête pour savoir quel ministre a dîné au Palais Viviane. Une enquête qui a tourné assez vite court, on va pas se mentir. Chalençon avait annoncé dans une interview qu'il allait recevoir Gabriel Attal. Ce que l'intéressé a formellement démenti en disant qu'il ne connaissait pas cette personne. Ensuite, Schiappa a quand même annoncé qu'il avait effectivement reçu peut-être une invitation qu'il avait évidemment refusée.
Ce qui est une contradiction par rapport à ce qu'a dit Attal, genre moins de 24 heures avant, mais bon, on n'est pas à ça près avec la Macronie. Mais pour le moment, on n'a aucune preuve sur la présence d'un ministre ou pas. Peut-être à un moment il y avait Dupond-Moretti, mais en fait non, c'était une fausse information. Et du coup, on est dans l'attente de fuites qui arriveront peut-être, mais pour l'instant, on n'a rien. Et il faut pas s'enlever aussi de la tête l'hypothèse que peut-être que Chalençon serait un petit peu un menteur dans ce qu'il dit. Voilà, et vu le personnage, ce serait pas étonnant. Mais en remontant un peu le fil de cette affaire, tu as un personnage qui est assez important et qui s'appelle Vincent. Vincent, qui a un nom que je n'arriverai pas à prononcer, c'est un magicien de la jet set comme il se dit, et il est très proche de Chalençon, au point où on le soupçonne d'être le co-organisateur des soirées. On le voit dans plusieurs vidéos avec le restaurateur Christophe Leroy, ou encore l'acteur humoriste que je ne connais pas, mais apparemment il est connu d'après des gens, voilà. Et il y a eu, dans cette vidéo d'ailleurs, un petit moment de bêtise bourgeoise que je vais vous partager. D'accord. Est-ce que vous voulez mélanger? Et la gourmette, c'est obligé donc. On peut faire. Oui, on va dire oui. Alors, je vous demande de mélanger. D'accord, on va mélanger. Vous voulez mélanger. Il y a un peu de vent ici, ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle des rires sincères, voilà. Ça a l'air merveilleux ce milieu. On trouve sur ce réseau plein de trucs gênants, mais surtout plein de gens plus ou moins connus et très gênés qui se font prendre en photo et qui finissent sur son site pour prouver à quel point il est l'ami des stars. D'ailleurs, ce mec gagne probablement mieux sa vie que toi. Qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire? Quelque chose de très simple et pourtant de très important pour comprendre cette affaire. On a appris que c'était ce qu'on pourrait appeler ici, je sais pas si c'est très scientifique, mais la bourgeoisie beauf qui est là. C'est pas celle des startups, c'est pas celle des beaux politiques, c'est pas celle qui concubine avec Niel, Arnaud et compagnie. Mais c'est des gens qui participent au 90e anniversaire de Le Pen. C'est des ex-présentateurs de la télé. C'est des magiciens ratés, c'est des fans de Napoléon, c'est des gens qui chantent ABBA dans un palais luxueux et qui n'ont pas l'air de gérer des affaires sérieuses. Alors oui, il y a du fric. Ils arrivent à faire venir Montebourg, mais ça reste vulgaire. Chalençon, c'est comme Vincent. Ça a du fric, mais ça vise seulement sur les réseaux qu'ils arrivent à se créer. C'est un lieu de rencontre, oui, mais c'est pas un lieu de pouvoir, d'où le fait d'ailleurs qu'ils se sont fait avoir si facilement. C'est pour ça qu'à mon avis, la Macronie qui est très start-up et compagnie n'est pas allée se perdre dans des milieux comme ça qui sont un peu la bourgeoisie beauf. C'est pour ça d'ailleurs que même après des enquêtes de plein de personnes, on arrive à avoir que quelques noms, et ces quelques noms, ce sont des journalistes un peu nuls, des présentateurs télé ou des humoristes, voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre que ça. Parce que oui, tu as Bruce Toussaint et Élise Gosset, voilà, qui se sont fait avoir, et que tu as sûrement pu retrouver à la télé sur BFM tenir des beaux discours. On a eu aussi des gens comme Pierre Ménès, avant qu'il chope le Covid, une ancienne secrétaire d'État de Sarkozy et actuelle conseillère régionale. Il y a eu aussi Philippe Lemoine, qui a bossé pour le gouvernement, et la question du numérique à ne pas confondre avec Philippe Lemoine, un homonyme, mais qui est rédacteur en chef délégué de Ouest France, qui a fait un article infligeant sur le complotisme et sur Manuel Valls, et aussi sur Christophe Leroy, notre restaurateur, lui faisant une publicité à peine cachée sur son restaurant, tout en sachant pertinemment que c'était illégal. Comme on l'a dit, ces histoires, ça a beaucoup pris sur Twitter, et ça a valu, en conséquence, une attaque coordonnée de la bande à Macron contre certaines personnes, et notamment Alexis Poulain, tentant désespérément de noyer l'affaire à coups d'intimidation, ce qui est toujours une bonne idée sur Twitter. Bref, c'est un désespoir qui est très beau à voir. Et face à la polémique qui a pris sur Twitter, le gouvernement a dit deux choses. 1. Que tous les ministres respectent la règle, et que 2. Les sanctions tomberont si on apprend que des ministres ou des députés étaient présents à ce genre de soirée. Donc d'un côté, il n'y a pas de ministre, de l'autre côté, s'il y en a un, il sera sanctionné. C'est ce qu'on appelle un double discours, c'est de la communication, c'est un peu de la manipulation, et on n'en attendait pas moins de la Macronie. Pour aller un peu plus loin, notre soldat Alexis Poulain a d'ailleurs fait référence à d'autres affaires de la sorte, avec des magistrats qui participaient à des petits repas, mais dont des poursuites ont été abandonnées. En fouillant un petit peu, on voit par exemple cet article qui date de janvier et qui relaie la parole de policiers. On y apprend que des restos sont ouverts midi et soir, qu'ils sont pleins et que la police ferme les yeux là-dessus. Le phénomène est donc bien plus vieux que le récent scandale. Les passe-droits existent depuis longtemps et la question qu'on peut se poser, c'est qui attribue les passe-droits et pour quelles raisons. Ce qui fait qu'il y a deux scandales dans cette affaire qu'il faut bien dissocier. Le premier, c'est évidemment l'inégalité de traitement, et le deuxième, c'est le déballage absolument dégueulasse de fric. Et c'est même pas le fait qu'ils aient ouvert le restaurant qui est un problème. Le fait qu'ils aient pas du tout fait de gestes barrières, qu'ils se foutent de ça, c'est un problème, en vrai. Mais le fait qu'ils aient ouvert ce restaurant-là, c'est pas un problème, parce qu'on va pas reprocher à eux ce que nous, on conçoit pour nos restaurateurs à nous.
D'autant plus qu'ils justifient ça avec un discours qu'on peut retrouver chez d'autres personnes, et notamment des restaurateurs ou de commerçants, en disant qu'on ne chope pas plus le Covid dans les restos que dans le métro ou que dans les cantines des entreprises. C'est un discours qui a du sens, qu'on entend, et qui est valable même chez ceux qui sont pétés de thunes. Donc le scandale, c'est pas tant le fait que ces restaurants soient ouverts, c'est le fait qu'il y ait une inégalité de traitement entre les riches et les pauvres, et le fait que tu aies des personnes qui sont capables de dépenser des milliers d'euros pour des repas à la con. C'est simple, hein. Pendant que les riches bouffent leurs truffes à 1500 balles, les autres se prennent 405 € d'amende pour avoir bu du rosé sur la plage, avec la présence d'une dizaine de gendarmes, dont certains équipés d'armes lourdes. Faut vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Il y a eu aussi cette histoire où un type s'est pris une verbalisation parce qu'il a voulu prendre l'air 5 minutes sans masque alors qu'il était seul et en extérieur, alors qu'il télétravaille depuis plus d'1 an. C'est fou quand même. Et puis bien sûr, le grand classique, l'insanction à un SDF parce que bon, il avait qu'à avoir un chez lui et que bah voilà, il faut juste respecter le confinement même quand tu peux pas te confiner quoi. Cette affaire, c'est l'incarnation que la crise de Covid n'est pas la même pour tout le monde et que notre persécution, en plus d'être visiblement inefficace, est avant tout une justice de classe. Il y a un 2 poids 2 mesures dans ce pays, une pour le peuple, l'autre pour les riches, et les discours faussement inutiles et ridicules d'un président à bout ne convainc plus personne. Et malgré le nombre de publications qu'il y a eu et des publicités qui ont été faites par le propriétaire du lieu, malgré ça, il a fallu attendre une enquête de M6 pour que ça se bouge un petit peu. Ça veut dire que les policiers là, qui nous emmerdent sur la question des mesures sanitaires, sur des cas précis qui sont clairement de l'abus, là, il y a des flics, tu vois. Pour choper des personnes qui fraudent au RSA, là, tu as des flics. Pour emmerder les gens au Pôle emploi, là, tu as des flics. Par contre, pour aller vérifier des restaurateurs fortunés, là, tu n'as personne. Et il faut qu'il y ait un scandale et qu'il y ait énormément de messages, de tweets et plein de conneries comme ça pour que ça bouge. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tu n'as pas un scandale quasiment qui a été révélé par la justice. C'est que des scandales qui ont pris après des enquêtes journalistiques. Et ça, c'est pas normal dans un pays normalement démocratique. Ça veut dire quand même, encore une fois, que si des journalistes n'avaient pas sorti l'enquête, il y aurait toujours des bourges à bouffer tranquille au Palais Vivienne au moment où tu écoutes cette vidéo. Et pendant que tu as des médias qui font le bon boulot, tu en as d'autres qui font du sale boulot, comme BFM, impliqué directement dans cette affaire, qui profitent de son temps d'antenne pour appeler à la fin de la délation, eux qui n'hésitent pas à moraliser à tour de bras, et notamment les jeunes. Ah et oui, au même moment j'oubliais, tu as Johnny Kemouk, qui a un compte sur Twitter, qui a partagé une vidéo où l'on peut voir une petite sauterie organisée au ministère de l'Enseignement supérieur, quelques jours après les annonces du président, où il disait que c'était précisément dans ce genre de contexte où il y avait le plus de contamination. Et tu peux zoomer, il n'y a ni masque ni distance sanitaire. Voilà, c'est pas mal, hein. Mais surtout la question, moi, que j'aimerais poser, c'est que Chalençon, c'est pas du tout le gars le plus fin du monde. Quelqu'un d'assez vulgaire et qui faisait de la pub sur Instagram. Donc, s'il y avait bien un gars qui devait se faire choper pour ce genre de conneries, c'est bien lui. La question, c'est donc de savoir combien il y a de restaurants comme ça ouverts, quoi. Et c'est ça qui explique aussi toute cette colère et tout ça, c'est que on se doute bien qu'il y a autre chose derrière cette affaire et que ça, c'est juste un symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave et qu'on ressent. Et vu que, encore une fois, c'est M6 qui a révélé ça, donc ça veut dire qu'un travail de journaliste qui a révélé ça, on ne peut pas faire confiance aujourd'hui aux institutions pour nous dire le reste. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est intégralement dépendant d'un journalisme d'investigation qui est assez peu produit en France, mais on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit d'autre en fait. C'est ça qui est terrible. Mais surtout, ce qui est insupportable, évidemment, c'est la déconnexion. Les riches s'en foutent du Covid, parce qu'ils ont des passe-droits pour aller dîner tranquille dans leur quartier bourgeois ou pour faire la fête dans leur ministère. Les riches s'en foutent de la pauvreté, parce qu'ils vivent des privilèges que produit précisément ce système économique inégalitaire. Les riches s'en foutent des guerres parce qu'ils ne la font pas. Ils s'en foutent de la perquisition des journalistes parce qu'ils n'ont pas besoin de journalistes. Les riches s'en foutent de l'hôpital public parce que eux, ils ont des cliniques qui marchent au poil. Les riches s'en foutent des lois autoritaires ou de la violence policière parce que ça ne les concerne pas. Parce que les gendarmes ne vont pas faire éruption chez eux pour les arrêter dans leur beau quartier. Combien il y a eu de burn-out, de dépression, de suicide, d'isolement destructeur dû à des mesures sanitaires que les riches ne respectent visiblement pas. Et enfin, les riches s'en foutent de l'écologie. Parce qu'ils pensent de manière très bête que, vu qu'ils sont riches, c'est les derniers qui vont subir les conséquences.
Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas totalement tort, parce que les plus tarés d'entre eux, et les plus riches d'entre eux sont littéralement en train de creuser des terriers pour eux aussi se protéger individuellement des souffrances qui traversent la société. Parce que protégé dans un petit cercle bourgeois et péteux, le monde semble si beau, si rassurant, si uniforme, et qu'il suffit d'un peu de rire hypocrite, de botox et de gâteau pour que tout s'oublie, pour que le monde s'oublie. Et là d'ailleurs tu comprends pourquoi l'éruption des Gilets jaunes sur la scène politique les a fait flipper. Ces gens-là se foutent de tout ça, mais je crois que le pire dans cette histoire, c'est pas le fait qu'ils bouffent du caviar, qu'ils respectent pas les règles sanitaires, qu'ils aient des passe-droits, qu'ils se foutent littéralement de notre gueule. C'est même pas ça le pire en fait. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est que ce sont des gens comme ça qui nous gouvernent. C'est eux qui choisissent délibérément de détruire les restaurateurs populaires, les commerces populaires. C'est eux qui renflouent les grands médias de milliardaires et qui ne donnent pas l'asile à Assange. C'est eux qui produisent des centaines de milliers de pauvres chaque année. C'est eux qui laissent crever de froid chaque année des centaines de SDF. C'est eux qui produisent des files d'attente immenses pour la bouffe parce qu'ils ont poussé des centaines de milliers de jeunes à la mendicité associative. C'est eux qui continuent à fermer des lits d'hôpitaux pendant l'épidémie. C'est eux qui ne mettent en place aucun lit de réanimation en plus après 1 an d'épidémie. Et finalement, c'est eux qui ne votent pas le millième de la transition écologique nécessaire ou annoncée pour lutter contre cette crise climatique qui finira par tous nous emporter. C'est ce qu'on peut appeler techniquement du séparatisme. Entre les riches et les pauvres, il y a une déconnexion qui est totale. C'est un séparatisme qui existe réellement et c'est un séparatisme qui est dangereux parce que c'est ce séparatisme-là qui nous gouverne. Et qui de mieux qu'Emmanuel Macron pour représenter ce séparatisme, qui de mieux qu'un bonapartiste finalement pour ça, c'est toute la décadence de la bourgeoisie actuelle. Bref, cette affaire, c'est vrai, elle n'est pas décisive, et peut-être qu'on va pas pouvoir aller plus loin concernant le palais Vivienne. Mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire-là, elle incarne un problème de fond qui est absolument nécessaire d'aborder. C'est le problème de l'inégalité. Mais c'est pas une inégalité genre des chiffres avec des croissances, des plus, des moins, des pourcentages ou des conneries comme ça, non. Non, ce qu'on est en train de vivre là, c'est une inégalité profonde, injuste, une inégalité qu'on ressent dans les chairs, une inégalité qui tue, une inégalité qui est d'une vulgarité sans nom et finalement une injustice qui nous rappelle que la lutte des classes n'a jamais été autant d'actualité. Amis réfractaires, c'est bientôt le printemps et ça tombe bien, je crois qu'on a tous envie de sortir un petit peu.